Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, car on n'est jamais mieux servi que par soi. Comment devenir célèbre et populaire sur YouTube? Comment parler de réussite sur YouTube alors qu'on est soi-même un Ulysse inconnu et à sa première vidéo? C'est pour cela que je parle de théorie. Je vais lancer des idées en l'air de ce que je pense être la solution au succès sur la plateforme, puis mettre cela en pratique moi-même et confronter ma propre théorie à la réalité. Si cela marche, c'est que je suis un génie. Parce que c'est aussi cela l'une des caractéristiques du génie. Concevoir les choses a priori. Je me suis évidemment basé sur ce que je pense être la recette de quelques youtubeurs à succès. Mais une énième analyse creuse de succès sans la mettre en œuvre moi-même et la confronter à la réalité serait sans intérêt pour moi. Il y a tellement d'analyses de succès établies qu'il faille parfois changer de paradigme. Il est temps maintenant de prédire l'avenir. Vos yeux s'ouvrent aujourd'hui sur un monde différent. Vous êtes libre aussi d'utiliser cette expérimentation avec moi. En même temps, première vidéo ne veut pas dire premier pas dans la vie. Allons-y donc, c'est parti. Secret numéro 1, un petit accrocheur. Pour réussir cette partie, il faut être un as du copywriting. Mais comme je suis un écrivain et un expert du copywriting, cette partie sera la plus facile pour moi. Pour un novice, cela sera la partie la plus ardue. Avant de continuer, laissez-moi vous en toucher un mot sur le copywriting. Le copywriting, c'est quoi? Pour ceux qui cherchent les cours d'anglais en 5e, writing est un anglicisme qui vient du verbe anglais write, qui veut dire écrire. Le copywriting, c'est donc l'art de la vente par écrit. Persuader quelqu'un de poser un acte bien précis. Un écrit peut changer la vie d'un produit. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un célèbre copywriter qui a fait des milliers de ventes d'un produit en trouvant juste la bonne accroche. Cette histoire a été racontée par le très regretté Christian Godefroy, un spécialiste en la matière, sur l'une de ses pages de vente. Nous sommes dans les années 1966. C'est l'histoire d'un copywriter qui a reçu une commande d'annonce presse à rédiger pour vendre des pianos pour une compagnie nommée la IS. Pour cela, il se rendit chez le client pour visiter l'usine. Tout y était intéressant, mais il n'y avait pas un seul argument qui rende ces pianos spéciaux. Puis soudain, au moment de partir, il voit deux pianos concurrents à côté du piano de ses clients. S'ensuit alors une discussion entre lui et le chef de fabrication, au cours de laquelle il a enfin une information précieuse qui sera pour lui comme une illumination qui va lui permettre enfin d'avoir son accroche. En effet, on lui explique que les pianos concurrents ont un défaut réhibitoire qui est de produire un son parasite après un certain nombre d'années d'exploitation. Ce qui n'est pas le cas des leurs. Ce qui fait qu'à cause de cette caractéristique, la seule chose que le très prestigieux Metropolitan Opera de New York ait déménagé était leur piano. Et là, c'est le déclic. Les dés étaient faits, il avait son accroche, qu'il a intitulé ainsi. La seule chose que le Metropolitan Opera a emporté avec lui, c'est son piano. Quelques annonces sont passées et les résultats ont été au-delà de toutes les attentes. Il a fallu arrêter leur diffusion. L'usine a reçu 6 ans de commandes d'avance. Il faut être capable de concevoir des annonces qui ont le pouvoir de susciter ce genre d'émotion, la curiosité. Il y a aussi cette célèbre accroche qui a généré tellement de ventes et qui a été utilisée, réutilisée et réchauffée à toutes les sauces dans des domaines variés. Ils ont ri quand je me suis assis au piano. Mais lorsque j'ai commencé à jouer, c'est comme ça que l'accroche a été intitulée. Sans compter aussi, je peux vous citer encore la fameuse publicité sur la chemise avec le cache-œil comme accessoire sur le modèle de David Ogilvy. La mecque du copywriting de l'époque. Certains diront le pape du copywriting, mais comme je suis musulman, je préfère utiliser le thème que je maîtrise le mieux pour exprimer la métaphore du Saint Graal. Cette campagne reste assurément l'une des campagnes publicitaires les plus mémorables de toute l'histoire de la publicité moderne. Ou comment faire résister un petit fabricant de chemises au budget pub ridicule face à un mastodonte.
Je vais m'arrêter là. Je vous l'ai dit, ce sont des sujets qui me passionnent. Je pourrais vous en parler des heures et des heures. Si cela vous intéresse, je fais du coaching sur le copywriting et sur l'art de réussir ses pages de vente. Mail coaching, phone coaching, tout dépend de vous. Mon adresse mail sera en barre de description. Mais notez bien, je ne fais pas de coaching à moins de 10 000 euros pour le copywriting. Je ne réduis mes tarifs de coaching que sur les sujets non commerciaux que j'aborde sur mes autres chaînes YouTube telles que le développement personnel, la motivation, la séduction, les problèmes de couple et bien d'autres. Et là encore, le tarif minimum est de 1 000 euros. Allez-y donc faire un tour sur ces chaînes. Les adresses mail correspondantes y sont laissées en bas de description. Maintenant que l'instant réclame et sponsor est terminé et que l'instant je me la pète aussi est terminé, revenons à nos moutons. Secret numéro 2. Une bonne miniature. 2 ingrédients sont nécessaires pour une bonne miniature. D'abord la créativité, ensuite la maîtrise de la technique de l'infographie et du design. Je me moussais tout à l'heure pour dire que je suis un as de l'écriture et je continue de croire que j'ai du goût. Mais à contrario, en ce qui concerne la technique, je suis aux abonnés absents pour le moment. Je peux comprendre que cela rebute certains. Moi-même, ça me prend parfois la tête. Vous remarquerez que mes premières vidéos seront brutes, sans aucun montage. Pour l'instant, donc, je ne vous suis d'aucun secours en ce qui concerne la technique. Néanmoins, je peux vous souffler que j'ai bricolé cette miniature sur mon Redmi 8T avec l'application Canva et c'est tout. Secret numéro 3. Savoir raconter de bonnes histoires. Pourquoi les histoires fonctionnent aussi bien? Parce que depuis la nuit des temps, la psyché humaine a été habituée aux histoires et à la curiosité. Toute l'évolution de notre civilisation a été gouvernée par des histoires. En plus, depuis notre enfance, chacun dans son parcours personnel a déjà plus ou moins connu à des degrés variés l'expérience d'une histoire marquante et remplie d'émotions. Pour faire joli aujourd'hui, le mot utilisé pour désigner l'art de raconter de bonnes histoires s'appelle le storytelling. Encore un anglicisme, décidément ces anglais. Mais comment raconter d'excellentes histoires captivantes? Ça, c'est une autre paire de manches que je ne réserve qu'à mes abonnés payants. Secret numéro 4. Le contenu, évidemment. Comprendre la psychologie des gens pour leur donner ce dont ils ont envie et non forcément ce dont toi tu as envie. Dans l'idéal, il faut marier ces 2 besoins fondamentaux. L'atterrage de ton envie et celui de ton audience. Il faut aussi bien écrire et structurer sa pensée. Là, c'est chacun sa méthode. Certaines personnes y vont franco et d'autres scriptent leur texte au maximum et le lisent. Ils scriptent leur texte vraiment au maximum et ils prennent le temps maintenant de le lire. C'est le cas de Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania, qui est une figure de pro de YouTube Game francophone dans cette thématique bien sûr. Jacques Attali, qui est un des intellectuels français de notre époque, estime qu'on ne doit pas lire son texte parce que pour lui, le premier devoir qu'on doit à ceux à qui on parle, c'est de comprendre soi-même ce qu'on dit. Et pour lui, on ne peut pas bien comprendre ce qu'on dit si on le lit. On ne comprend bien ce qu'on dit que si on le dit vraiment en y réfléchissant en même temps qu'on le fait. C'est son point de vue. Oussama Ammar, qui est le cofondateur de V-Family, une sorte d'incubateur d'entreprise très populaire en France et peut-être même aussi en Europe, fait la plupart de ses conférences sans avoir de documents en main. Peut-être qu'il retient les concepts à développer et que son expérience personnelle fait le reste. Il a lui-même reconnu qu'un jour sur scène, il a eu un bug dans sa tête, un malaise, un trou de mémoire. Donc choisissez la méthode avec laquelle vous êtes le plus à l'aise possible. Je vous donne une colle. Selon vous, j'utilise actuellement laquelle des méthodes? J'y vais au feeling ou est-ce que c'est scripté? Au niveau du contenu aussi, il faut ajouter le montage qui peut donner un certain relief à ton contenu. Une vidéo bien montée et bien rythmée
avec des illustrations, ça compte. Par exemple, si en évoquant dans un sujet le Grand Prix de France, dont on parle actuellement, et dont tout le monde ne sait pas forcément où est-ce que ça se déroule, tu illustres tes propos en présentant une carte de France représentant la Côte d'Azur et les circuits de Castellet, ça peut être sacrément parlant et intéressant. Pour finir avec cette partie, sachez que le contenu est toujours valorisé grâce à une présentation d'exception. C'est-à-dire, dans l'ordre de prééminence, un bon micro, un bon éclairage et une bonne caméra. Le micro tient une part importante dans ce trio parce qu'il y a les podcasts. Les podcasts, les gens sont vraiment friands de ce genre de contenu, alors qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo. Donc, les gens peuvent faire avec un mauvais éclairage ou bien même une caméra un peu boiteuse. Mais un mauvais micro, ça fait fuir les gens. Secret numéro 5. Être sérieux et responsable. Je reprends. Être sérieux et responsable. C'est vrai, une touche d'humour, du second degré et un peu de légèreté ne ferait pas du mal. C'est vrai, vraiment. Un peu de légèreté ne ferait pas du mal. Mais de grâce, laissez la comédie aux comédiens. À moins que ça soit le genre que tu aies choisi définitivement. Je ne vous demande pas de devenir froid et austère comme un moine tibétain. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester surtout concentré et professionnel. Cela inclut aussi la régularité dans la publication. Le dernier secret, le secret numéro 6, pour terminer, la persévérance et la gestion de sa propre psychologie. Peut-être même que c'est le secret le plus important. Est-ce que ça vaut la peine que je développe? Ça a le mérite d'être clair. Ça se passe de commentaires. C'est ce qu'on appelle la résistance mentale. À bientôt. Et rendez-vous dans quelques années pour faire le bilan de cette expérimentation.